Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Jean-Luc Morin, qui exerce dans l'application de la loi et de la sécurité depuis 1990. Il a participé à la gestion de la crise de la COVID-19 au Centre universitaire de santé McGill en tant que coordonnateur chez Garda. Il a participé à une mission en 2016 au Koweït comme policier militaire, a été responsable de fouiller 21 avions des aéroports de Montréal avec son chien K9 lors des attentats du 11 septembre. Monsieur Morin, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour, Madame Charles. Bonjour. D'accord, donc allons-y dans le vif du sujet, Monsieur Morin. Ça fait 30 ans que vous évoluez dans le milieu de l'application de la loi et de la sécurité. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous aimez tant de ce domaine? Je suis quelqu'un qui est très mobile, manuel, qui aime aider les gens, qui aime être dans l'action, participer, être actif, résoudre des problèmes, vouloir aider. Donc, bref, toujours vouloir servir et protéger, c'est vraiment mon noyau dans tout, dans ce qui me motive à travailler dans le domaine de la sécurité. D'accord. Et puis, pouvez-vous nous faire un résumé de votre cheminement dans le domaine de la sécurité? Bon, écoutez, c'est sûr qu'avec 30 ans d'expérience, le résumé, ça peut être long, mais je vais essayer de garder, de réduire ça un petit court. En 96 à 98, j'ai servi même dans la GRC, en Colombie-Britannique, comme policier enquêteur. Par la suite, j'ai quitté en 80, fin décembre 97, début 98, pour venir au Québec, à Montréal, et j'ai été enrôlé aux aéroports de Montréal comme maître de chien spécialisé dans la détection d'explosifs. J'ai exercé cette fonction-là pendant 7 ans. Ensuite, j'ai été promu comme chef de secteur à la sûreté aéroportuaire. Pendant encore 7 ans, j'ai géré du personnel. Par la suite, en 2013, j'ai été enrôlé aux Forces armées canadiennes comme policier militaire. J'ai fait ça dans la régulière jusqu'en 2019. Et ensuite, j'ai été embauché par Garda World pendant environ 6 mois comme coordinateur d'hôpital Cuisine. Et dernièrement, depuis le mois d'août 2020, je suis chez Hydro-Québec comme coordinateur spécial. OK, très bien. Un excellent bagage. Là, ça va être très enrichissant pour nous tous. OK. Et puis, dans mon introduction, je mentionne que vous avez été responsable d'avoir fouillé des avions avec votre chien K9 lors des attentats du 11 septembre. Pouvez-vous nous décrire cette journée? Ça a été une journée que je me souviens, il était environ, je pense, 10h30 le matin. On était en réunion et on regardait les nouvelles, puis on voyait des avions foncer dans des tours. Et c'était comme, ok, c'est peut-être un film qui est en train de jouer, c'est pas réaliste. Et là, nos Padgets se sont mis à sonner, des réunions d'urgence, et ça a été comme la crise d'agir rapidement. On a évacué le terminal, l'aéroport complet, on a fouillé les poubelles, toutes les poubelles à l'aérogare, les salles de bain. C'était la préparation justement pour s'assurer qu'il n'y avait aucun engin explosif dans l'aérogare pour assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel. Par la suite, il y avait des avions qui étaient détournés des États-Unis pour atterrir à Montréal et aussi à Mirabel. Et c'est là qu'on a eu 21 avions qui ont été détournés au sol Montréal et Mirabel. Puis on a eu la participation des agents des points de fouille également. Je pense que c'était Garda World ou le commissaire, je suis pas trop certain. Bref, les passagers sortaient de l'avion dans ce qu'on appelle des autobus mobiles avec leur sac personnel et il fallait les fouiller dans les autobus mobiles avec le chien. S'assurer que dans leur état personnel, il n'y avait aucun engin illicite. Ensuite, les passagers étaient transférés dans des zones spécifiques dans l'aérogare et ensuite étaient fouillés manuellement par les agents de sécurité sur place, leurs biens et leurs effets personnels de façon minutieuse. Toutes les valises qui se trouvaient dans les avions étaient étalées au sol sur le tablier qu'on appelle l'aéroport à l'extérieur.
et le chien passait pour vérifier chaque valise au sol. Donc, beaucoup de coordination. Des fois, chaque appareil d'avion pouvait avoir jusqu'à 300 valises au sol. Donc, ça demandait des temps de fouille, de recherche et des pauses pour le maître chien et le chien également pour récupérer. Par la suite, une fois qu'on avait terminé de fouiller les valises, on fouillait l'avion, à l'intérieur de l'avion. Et ça, c'était vraiment long et vraiment très méticuleux parce que c'est pas juste passer le chien, il faut voir est-ce que le chien sent vraiment. Parce que si le chien peut juste prendre de l'air, ça ne veut pas dire qu'il respire et sent. Donc, c'est beaucoup de l'observation et de s'assurer que chaque section de l'avion est bien fouillée. Donc, c'est les sièges, c'est les compartiments de valises, c'est en dessous des sièges, c'est la partie de la cuisine, les salles de bain, la partie même du pilote. Et une fois qu'on a terminé cette fouille-là, on peut faire ce qu'on appelle même la machine, le détecteur de vapeur explosif. On peut prendre des échantillons d'air, on peut prendre aussi des particules, on va passer à certains endroits, comme à soi, pour s'assurer qu'il n'y a aucune présence de matière explosive. Une fois que toute la fouille est faite, et le chien n'a indiqué aucune matière explosive, on rencontre le pilote de bord et on dit selon ma fouille, selon mes résultats, je n'ai aucune présence de matière explosive. Mon chien n'a donné aucune indication. C'est votre décision de poursuivre votre vol. Donc, c'est là, c'est très important de dire, quand on dit ces phrases-là, c'est qu'on remet la responsabilité à la compagnie aérienne. Mais encore là, pour le maître chien, c'est très important que quand le vol a lieu, il n'y a aucun incident dans le ciel. Parce que l'impact serait vraiment lourd. Et la responsabilité serait sur les épaules du maître chien également. Okay. Donc, 21 avions, j'étais accompagné avec un autre maître chien de la GRC, on était deux à fouiller ça. Ça m'a pris une semaine. Une semaine à temps plein. Around the clock. Je me souviens qu'on dormait même dans le véhicule. C'était chaotique. Et après ça, ça a changé la vie aux aéroports. Les mesures de sécurité ont été augmentées. Il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu par la suite. Mais le 11 septembre, c'était vraiment marcher sur les œufs puis s'assurer les autres jours qu'on suivit, le monde était tellement apeuré que l'affluence aux aéroports a chuté grandieusement. Mais encore là, on était vraiment sur les œufs. On ne voulait pas qu'il y ait d'autres incidents qui arrivent. Donc, là, il y avait beaucoup de prévention, beaucoup de fouilles aléatoires avant même que les vols aient lieu, surtout dans la soute à bagages, ce que les passagers ne voyaient pas. Donc, ça a été le 11 septembre, ça a changé les façons de faire à travers le monde. Donc, à tout jamais, hein? À tout jamais. Wow! OK, ça m'a replongé aussi dans cette époque-là. C'est quelque chose. Moi, j'étudiais j'ai joué au basketball, j'ai reçu une bourse d'études pour étudier aux États-Unis. Puis moi, j'étais dans l'État de New York, en fait, quand c'est arrivé. Mais j'étais à la cafétéria, j'étais pas dans le milieu de la sécurité ou quoi que ce soit, là. Ce que je faisais, c'était jouer au basket puis étudier. Mais c'était vraiment une journée particulière, là. Là-bas, là, ça capotait, là. Parce que c'était vraiment aux États-Unis, là. J'étais là, là. Très intense. Ouais, effectivement. Très intense. Ouais. Suite à ça, toutes sortes d'appels suspects étaient vraiment pris très au sérieux. Okay. Donc, quand tout le monde évacue, puis c'est toi le maître chien qui doit aller s'assurer qu'il n'y a aucun colis suspect dans ces balises-là. C'est intense. Et comment vous vous sentez? Tu sais, je veux dire, il doit y avoir un petit peu de... Vous y allez, mais... C'est sûr que c'est un grand stress, mais la façon de se préparer au stress, c'est d'avoir énormément d'entraînement et confiance à son équipe. Parce que si on a un problème de performance et de confiance, ce moindre pourcentage d'incertitude, ta vie est en jeu. Donc, une bonne préparation, un bon entraînement fait en sorte que ça diminue ton stress et ton expertise fait en sorte que tu es sûr de toi et tu es beaucoup plus alerte à faire très attention à la façon dont tu approches la valise également. Donc, comme on dit, quand tu vois la bombe te voit, mais fais attention à comment tu l'approches aussi. OK. On va s'en souvenir.
Donc, allons-y un petit peu technique, justement, dans la formation de maître chien. Qu'est-ce que vous avez reçu comme formation pour le devenir? Au début, il y avait un ancien instructeur de la Sûreté du Québec qui nous a donné une formation de 6 mois sur le terrain, vraiment intense. Ça a été une partie, ce qu'on appelle le travail général, qui est la recherche de suspects en fuite ou de personnes disparues, des recherches d'objets perdus, une discipline pour vraiment avoir une bonne synergie avec le chien. Donc, tout est basé sur le jeu. Pendant environ, puis simultanément, on pratique également l'introduction des odeurs explosives. C'est-à-dire qu'on va cacher les échantillons avec un jouet et le chien va savoir que s'il trouve, mais il va voir sa balle. Donc, c'est un jeu. Tout est basé sur le jeu. Donc, pendant 6 mois, sans arrêt, des évaluations constantes avec même des évaluateurs de la GRC supervisés par Transport Canada pour s'assurer qu'on avait les exigences. Donc, c'était une base de 6 mois de formation qui fait en sorte que j'ai pu exercer cette profession-là pendant 7 ans. Mais à chaque année, il y avait des évaluations, des examens surprises pour s'assurer qu'on performait top-notch. OK, très bien. Et puis, en fait, votre formation, est-ce que la formation se fait toujours en team-up avec le chien ou vous êtes séparés puis à un moment donné, vous mettez avec le chien? C'est quoi la structure un peu? La structure, c'est la formation est avec le chien en tout temps. OK. Le chien, on peut juste s'entraîner toute la journée avec le chien. Dans un cadre de travail, on était payé juste pour s'entraîner. Et puis, on ramenait le chien à la maison aussi. Donc, il y avait la partie du soin, les soins donnés au chien à la maison. Le travail est 24 sur 24. OK. Wow. Il faut être dédié, hein. Si on s'embarque jusqu'à fond. Oui, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est pas juste jouer avec le chien pendant le travail, c'est après le travail, quand il y a les grands temps froids, là, quand il fait moins 24, moins 30 dehors, est-ce que le chien est correct? Parce qu'il vit dans un enclos à l'extérieur. Donc, OK. quand il fait trop froid, il faut faire des installations pour que, genre, ce qu'on appelle des chicanes, des barrières pour bloquer le vent. Dans sa niche, il y a de la paille et une lumière qui donne une chaleur pour que le chien soit bien au chaud quand même pendant les grands temps froids. Donc, il y a tout le temps une surveillance. Est-ce que mon chien est bien? Est-ce que l'eau est glacée? Je vais m'assurer que l'eau est accessible pour le chien. Est-ce que l'enclos est sale? Je dois aller nettoyer l'enclos parce qu'il ne faut pas laisser le chien dans les besoins des excréments, que tout l'eau soit propre, parce qu'on veut que le chien reste en santé. Et tu ne veux pas laisser ton chien tout le temps dans l'enclos, même quand tu es en congé. Il faut le sortir, il faut le promener, il faut jouer un peu pour que son moral soit tout le temps. C'est comme une personne. Tu ne peux pas abandonner un animal. C'est pas juste quelque chose qu'on rentre dans une cage et qu'on fait. Il faut toujours prendre soin. C'est comme un enfant. Donc, oui, c'est un emploi, mais un emploi à 100% qui est exigeant parce que même la famille est exposée à ça. Donc, disons qu'on est sur rappel, ben, oui, la famille est dans l'auto, mais le chien aussi est dans l'auto. OK. Sur rappel, quand on est au restaurant, je dis désolé tout le monde pour partir, pour répondre à l'appel. C'est comme ça. Il y a des sacrifices, mais c'est le boulot. OK. Ben, j'ai une question justement par rapport à ça. Le chien, donc le chien vous appartient ou comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ça? Le chien, il est à vous ou il est prêté ou il est loué ou comment ça marche? Bon, le chien, dans ce temps-là, était la propriété de l'aéroport de Montréal. Il appartient à l'aéroport de Montréal. OK. Maintenant, aujourd'hui, quand le chien est retraité, on le remet au maître chien. OK. C'est comme un don par la suite, après son service. Donc, Je comprends mieux. OK. Et puis, pendant combien d'années vous avez exercé ce métier? Est-ce que vous faites toujours ça présentement? je l'ai fait pour les aéroports de Montréal pendant 7 ans. Par la suite, j'ai essayé moi-même d'ouvrir ma propre compagnie et poursuivre dans le privé. Je l'ai fait pendant 5 ans. Okay. Mais au cours de mes années, j'ai eu tellement de responsabilités et différents emplois qui font en sorte que j'étais plus capable de continuer. C'est sûr que ça manque beaucoup, mais c'est la vie. C'est la vie, on passe à autre chose. On comprend ça. Oui, on continue.
Et puis, vous m'avez parlé des chiens de détection. Est-ce qu'il y a d'autres types le chien peut se spécialiser dans d'autres types de choses pour assurer la sécurité? Pour assurer la sécurité, Oui. ben, écoutez, il y a le chien qui fait la détection d'explosifs, va également faire la détection des armes à feu. Comme il peut y avoir un autre chien qui est spécialisé dans la détection des narcotiques, des drogues, qui va également aussi être formé pour la détection des armes à feu. Donc, c'est comme les armes à feu et quelque chose conjoint que les deux disciplines vont faire pour assurer la sécurité en tant que telle. OK. Je comprends très bien. Parfait. OK, excellent. Et puis, est-ce qu'il y a des races spécifiques de chiens connards qui sont meilleures que d'autres? Il y a des races de chiens. Oui. Il y a plein de races différentes. Ça dépend du type de personnalité également du chien. Si le chien est enjoué, puis il y a beaucoup de, on va dire, une bonne performance à vouloir sentir le flair et jouer, beaucoup de chiens peuvent vraiment dire bon. J'ai même vu à Cuba, ils ont un épagnol, un petit cocker spaniel, c'est comme qui aurait cru à ça? Ben oui, c'est des petits épagnols qui vont fouiller des explosifs. Il y a aussi beaucoup de labradors qui sont utilisés à enjouer par la fouille des explosifs. Pourquoi on retrouve beaucoup de bergers allemands dans la police et le malinois? C'est parce que c'est des chiens qui peuvent performer dans n'importe quelle condition environnementale. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, traverser des obstacles qui soient robustes. Le berger allemand est idéal. Même le malinois aussi, quand on peut l'appeler. Et encore là, ils sont entraînés dans l'appréhension. L'appréhension, c'est quand on peut envoyer le chien attraper un suspect par un certain membre de son corps, surtout le bras, et le retenir selon les commandements de son maître. Donc, le berger allemand est entraîné à appréhender et à lâcher au commandement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de corps policiers qui utilisent le berger allemand et le malinois. À l'aéroport, vous allez voir le Big Bull pour Agriculture Canada pour chercher la nourriture. Mais ils ont beaucoup de labrador pour la détection de stupéfiants. Également, dans le milieu carcéral, on va voir beaucoup le labrador aussi, parce que le labrador n'est pas un chien avec un mental agressif. Donc, le risque de mordre quelqu'un est très bas en partant. Je comprends très bien. OK, donc en fait, c'est ça, moi j'ai l'habitude de voir des malinois, des bergers allemands. C'est ça, ces chiens-là, ils ont des skills de plus que les autres chiens, mais si on réduit à la tâche même qui est de chercher de sniffer des narcotiques ou des explosifs, d'autres races de chiens pourraient être tout aussi efficaces. C'est bien ce que vous me dites? Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Oui. Et puis, dites-moi, avant de passer au prochain sujet, vos conseils pour quelqu'un qui voudrait devenir maître chien, quels sont-ils? Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies privées à travers, dans l'Ouest canadien, qui ont vraiment développé dans le côté privé, dans la détection. Donc, les ouvertures sont présentes. D'ailleurs, tranquillement, au Québec, on voit les apparitions qu'il y a des compagnies privées qui veulent œuvrer dans ce domaine-là, dans la détection de stupéfiants et même d'explosifs. Donc, il y a comme un fléau qui commence à venir au Québec pour développer justement des compagnies de recherche, bref, avec des chiens. Qu'est-ce qui peut être fait? Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance de base avec le chien. Donc, on va demander un cours d'obéissance, la marche au pied. Si vous avez des connaissances, c'est quoi les techniques d'appréhension. C'est pas nécessaire, mais quand même, d'avoir une connaissance de base. C'est quoi l'appréhension? C'est quoi la recherche de personnes disparues? C'est quoi les qualités qu'un chien peut faire? C'est quoi les avantages d'utiliser un chien dans la recherche et sauvetage? C'est quoi, quelle est la puissance, l'avantage du sens olfactif du chien pour repérer une substance qu'on recherche. Donc, un peu d'études dans tout ça.
et avoir une bonne connaissance avant de se présenter à une compagnie qui veut seulement embaucher un maître chien et qui va donner une formation. Il faut quand même une petite base de connaissances. Il ne faut pas juste se présenter là le jour au lendemain. Ah oui, je vais être maître chien. Il faut quand même, c'est certain que celui qui a déjà une bonne connaissance de marche au pied, assis, couche, reste, bouge pas bien, c'est des choses, c'est du monde comme ça, des candidats comme ça qu'on va rechercher versus quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le passé. OK. OK. Ça prend quand même une certaine base, là. OK. Oui. Très bien. OK, bon. Un sujet que je voulais aborder avec vous. En fait, je vous ai découvert récemment sur Instagram. J'ai vu une compagnie qui s'appelle Mika, qui est une école de formation que je connaissais pas. Donc, j'ai l'honneur de vous avoir là. Vous pouvez nous expliquer donc qu'est-ce que cette école de formation? Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça comprend, les cours, le nombre d'étudiants, le contenu de formation et tout et tout? Donc, on vous écoute. Bon. Ben, on s'est dit que présentement, pour les candidats qui ont suivi le cours d'agent de sécurité de 70 heures, ont eu une formation accélérée de 1 et très limitée dans le développement de chaque discipline, bref, au niveau de la loi, puis au niveau de leur limitation aux techniques dans l'emploi de la force. Donc, Mika Protection est une agence qui veut vraiment pousser dans les connaissances. C'est comme une formation continue pour l'agent de sécurité qui va développer ses connaissances au niveau de ses pouvoirs, de ses limites, au niveau de la loi, et également même développer les compétences de gérer des incidents, des événements, donc développer des compétences de gestionnaire dans le milieu de sécurité, genre exemple, planifier une opération pour escorter une personne de marque, assurer la protection rapprochée, gérer des situations événementielles, donc s'assurer, OK, c'est quoi les points de sortie, comment je vais procéder à la fouille, qui qu'on doit protéger, comment on va procéder à escorter l'argent. Donc, c'est tous des éléments comme ça qu'on va développer et donner des connaissances pour que les candidats puissent appliquer dans des postes plutôt supérieurs dans le domaine de la sécurité. Donc, on va vraiment pousser à ça. Et même au niveau de technique d'emploi de la force, on va vraiment passer à travers décortiquer le continuum de force étape par étape et de leur montrer, OK, quand vous agissez, mais voici présentement la présence, la façon dont vous parlez, vos techniques à main nue, la force que vous pouvez utiliser, voici vos limitations, l'article 25, l'article 26, l'article 27, on y va vraiment décortiquer pour que quand il agit, il soit sûr de lui et de ses pouvoirs. OK. Et les techniques qu'il va utiliser seront fluides et de base et sera bien vu par le monde du public en tant que tel. OK. C'est excellent. En fait, ouais, c'est très bien. J'avais reçu un petit briefing d'un de vos collègues, mais en fait, ce que vous dites, j'ai un peu plus d'informations. J'ai fait de la sécurité événementielle pendant un très long moment, là. Je peux dire que c'est le milieu de la sécurité dans lequel je me spécialise. Et puis, effectivement, hein, il manque vraiment un gros morceau. Oui, on est formé, mais tu sais, on est formé pour si ça va bien. Mais si ça dérape, Oui. on n'a pas vraiment de formation pour ça, là. Puis surtout en événementiel, Dieu sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer parce que les gens sont dans un état de fête, ils sont des fois sont sous influence, il fait chaud, il y a vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que ça dérape là en bon québécois. Et puis moi, souvent, j'ai dû gérer des situations comme ça, mais je les ai gérées avec mon jugement. Mais comme vous Oui. dites, là, vous formez les gens pour qu'ils puissent agir de façon fluide et aisée parce qu'ils connaissent leurs droits puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Oui, puis encore là, c'est dans la préparation d'événements. OK? Donc, cette personne-là qui va avoir cette formation-là, ben, il va être capable de planifier l'événement en grand, dans l'image globale de la situation. Tu sais, il arrive à l'événement, comment on va procéder à la fouille? S'il y a un incendie, ça va être quoi les portes de sortie?
s'il y a tel incident, qu'il y a une bagarre, OK, c'est quel droit que j'ai pour être proche de telle situation dans la salle, comment va être notre communication radio, OK, on a une grande somme d'argent, qui va être responsable d'escorter l'argent, comment ça va être fait? C'est tout l'ensemble de tous les critères vont être planifiés avant même l'événement. C'est ça qu'on va aller développer. OK. Donc ça serait une formation qui devrait quasiment être pour des superviseurs ou, tu sais, ou pour les agents de sécurité absolument. Mais les superviseurs, ils devraient absolument suivre ce genre de formation-là. Là. C'est comme, c'est un must selon moi. Là. C'est ça, c'est une formation continue pour parfaire nos connaissances. OK. Puis, en plus, cette formation-là est donnée par du monde qui ont beaucoup de vécu dans le terrain. Donc, comme moi, qui mon collègue, c'est quelqu'un qui a 30 ans en plus dans la GRC, qui était responsable de la section des escortes VIP. Donc, c'est du monde qui a beaucoup de background, de connaissances. Puis, on est là pour, on sait c'est quoi la formation que les agents de sécurité ont eue. On sait que beaucoup de monde ont tendance à rester dans une position qui est de routine. Mais on veut les sortir de la routine et aller plus haut. Mais pour aller plus haut, quand tu vas en entrevue, qu'est-ce que tu as fait pour aller plus haut? Donc, si tu dis que tu allais chercher tes formations pour te perfectionner, tu es capable de faire valoir durant ton entrevue, tu es capable de mettre en pratique ce que tu as appris sur le terrain, ça paraît bien aux yeux des autres, puis la chaîne de commandement, ce que je parle comme un militaire. Mais c'est des choses comme ça qui vont t'aider à monter à des positions plus importantes. Il faut toi-même, la personne est responsable de ce qu'il fait. Si tu vas chercher aucune formation, mais tu vas rester occupé. Mais si tu veux te développer, tu as des chances de monter. Faut le voir comme ça. Absolument. Il faut le voir comme ça. Je veux dire, un recruteur ou un employeur qui voit, mettons, qui compare deux CV, il voit un CV d'un agent qui a pris une formation de 70 heures, puis un CV d'un agent qui a pris une formation de 70 heures plus votre formation, c'est certain qu'il va jeter un œil assez particulier au deuxième CV. Là, il y a aucun doute là-dessus. Donc, excellent. Et puis donc, on dit que vos formations s'adressent aux agents qui ont déjà leur BSP, que ça soit qui ont suivi une formation de 70 heures. Est-ce que ça s'adresse aussi aux gens qui ont fait une formation, disons, 390 heures ou Oui, ça s'applique à tout le monde qui a même que 10 ans d'expérience dans la sécurité. C'est un perfectionnement. Exemple, pour vous donner une situation. Qu'est-ce qu'on fait quand un individu ne veut pas sortir d'un établissement? Quelle technique vous avez appliquée? Qu'est-ce qui est bien vu? Qu'est-ce qui n'est pas? Comme un abus de la force. Donc, on en discute, on fait des scénarios et on vous montre des techniques qui est bien vu, qui est accepté et qui respecte les cadres légaux. Donc, c'est une formation qui est accessible et qui vous n'avez pas besoin de passer par une institution de 1 an pour avoir ce cours-là, qu'on peut le donner en 32 heures. OK. C'est ça, vos formations sont 32 heures, c'est ça? Sur 32 heures. Et puis encore là, si les candidats ont des questions, ils adressent au début du cours, peut-être et éventuellement, durant le processus du cours, on peut répondre aux besoins des candidats, des étudiants. OK, très bien. Et puis comment qu'il est structuré votre cours? Est-ce que c'est disons une partie qui est en ligne puis une partie qui est en présentiel? Oui, c'est une partie qui est en ligne, surtout l'aspect légal qui est en ligne et le côté pratique qui est en présentiel. Et le maximum par cohorte est 10 étudiants pour respecter la distanciation. OK. OK, très bien. Parfait. Bon, c'est très fort intéressant. Et puis vous avez démarré ça quand? Bref, on a démarré ça, on a commencé à discuter de ça en janvier et on a monté la structure tranquillement. En février, on a monté le site web et nous sommes présentement en train de monter le cours. Bref, d'ici le mois de même avril-mai, on devrait être prêt à commencer. OK. Bon, ça s'enchaîne, c'est super bien. Donc, je vous souhaite vraiment le plus grand des succès. Nous, on va vous appuyer le mieux qu'on peut. Et puis, si les gens veulent se faire former par vous, de quelle façon qu'ils doivent s'y prendre? Il faut qu'ils passent par leur demande par le site web de l'Unité de protection. Je ne peux pas vous envoyer l'image
Je crois que vous l'avez déjà. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça pour le Oui, voir plus oui, je vais tard. vous arranger ça, ils vont voir l'image. Et puis, ils peuvent faire l'inscription par le site web, ou bien peut-être même passer par vous et puis on met en contact et tout ça. Parfait. Très bien. Donc, déjà, le lien du site web, on va le mettre dans la description du vidéo. Et puis, on montrera aussi l'image là, de votre site web là, sur cette vidéo-ci. Donc, Merci beaucoup. excellent. Ben, merci beaucoup pour le partage d'informations, notamment pour les chiens K9. Et aussi, on est très heureux de savoir qu'il y a maintenant une école de formation qui offre des formations en continu pour tout type d'agent de sécurité. On l'appelle Mika Protection. C'est ça, Mika? Pouvez-vous me rappeler? Mika? C'est bien ça, Mika Protection. Excellent. Mika Protection. Donc, merci, Monsieur Morin. Je vous dis une bonne journée. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nous avant de terminer? Ben, écoutez, c'est un plaisir d'avoir cette entrevue-là et j'espère que rencontrer plusieurs candidats au futur et qu'on puisse développer ensemble, développer les compétences pour tous les agents, même à travers le Québec. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, Monsieur Morin. Mon nom est Graziella. Je vous en prie. Mon nom est Graziella Charles. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre permis BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons sécurité.